Il y a plus de 1 million, on était je crois à 1,2 million à peu près. Et on a fait une vente, une visite, une vente. Franchement, une visite, une vente. En plus c'était en cash. 2 minutes après, il y a la cliente qui arrive, elle rentre et tout de suite elle ressent. Donc j'ai pas compris. Après, il y a une deuxième cliente qui arrive avec sa fille qui est enceinte et tout de suite, elle dit à sa fille de sortir. Et elle-même, elle commence à vomir. Et elle a dit à sa fille, ouais, c'est chargé. En fait, bref, en gros, quand on s'est rapproché de la cuisine, on a vu sur le mur qu'il y avait une petite poupée avec des aiguilles. Merci les gars de m'avoir invité aujourd'hui à l'agence. Je vais vous laisser vous présenter. Écoute, moi c'est Jérôme des Toons de Limo. Et moi c'est Arnaud. Donc nous sommes à la fois investisseurs mais également conseillers immobiliers à l'agence Keller Williams. Effectivement, ça fait une dizaine d'années que nous investissons en Guadeloupe principalement sur des biens en colocation, investissement longue durée. On fait de la division de l'eau et nous sommes conseillers immobiliers à KW depuis 5 ans. Ok, super, merci pour cette présentation. Du coup, en fait, qu'est-ce qui vous a amené à faire cette activité? Ouais, je t'en prie. Là, tu parles du côté conseiller immobilier en fait là. Du côté conseiller immobilier, mais pourquoi pas en fait le côté aussi investisseur? On va commencer par le côté conseiller immobilier et après investisseur. J'aurais fait l'inverse. Ouais, c'est l'inverse en fait, c'est-à-dire que historiquement, c'est vrai que j'ai habité au Canada et je lisais beaucoup de livres à l'époque sur comment avoir des revenus passifs et souvent dans les bouquins que je lisais, l'immobilier revenait souvent. Donc je me suis intéressé énormément à la thématique. J'ai beaucoup appris, j'ai aussi fait des formations en ligne de différents formateurs qui sont assez connus. Et petit à petit, on a commencé à passer à l'action et à investir. Et notre père aussi, qui était dans le milieu pendant de nombreuses années, nous a beaucoup aiguillé et aidé justement à savoir comment choisir et optimiser un bien. Donc c'est de là que c'est parti en fait. Ouais, c'est exactement ça en fait. Je pense que tous les deux on se formait déjà pas mal en fait via les formations, soit les formations gratuites sur internet. Okay. On a acheté aussi pas mal de formations et d'ailleurs on continue à acheter des formations de tout genre parce qu'en fait faut rester toujours informé. Et comme Arnaud m'a dit, notre père était déjà dans l'immobilier donc ça a facilité les choses et ça a facilité le process. D'ailleurs c'est lui qui m'a incité à acheter mon premier bien. Okay. Donc ouais, franchement, ça a été l'élément déclencheur. Et de fil en aiguille, qu'on ait l'opportunité de devenir conseiller en immobilier, pour nous, c'était un peu une suite logique, parce qu'en fait, on avait déjà une certaine expérience. Ouais, donc, ça nous fait une double cassette, en fait, et donc on a une vision à moins à 360 degrés. Quoi. Ok, top, nickel. Du coup, le côté, je pense, conseiller immobilier a suivi. Voilà, c'est pour moi un peu une suite logique, même si c'était pas prévu. Mais voilà, on a eu la possibilité, de par une amie qui était déjà, en fait, au sein du groupe Keller Williams. Et c'est vrai que quand on est venu, on a un petit peu échangé, l'idée pour nous, c'était de venir avec notre concept, parce que c'est vrai qu'on se voyait pas chacun de notre côté. On s'est dit, nous on est très complémentaires de façon générale. On a déjà fait pas mal de business ensemble, mon frère et moi. Donc on s'est dit, si on pouvait répliquer un petit peu ce modèle dans l'immobilier, ça aurait été top, quoi. Oui, effectivement, c'est-à-dire qu'en tant qu'investisseur, l'immobilier c'était une passion pour nous. Et le fait justement d'accompagner des clients sur leur acquisition, que ce soit en résidence principale ou en investissement locatif, pour nous, on n'a pas l'impression que c'est un travail à part entière, mais vraiment un plaisir, quoi. Donc pour nous, c'était une suite logique et franchement, quand effectivement on a entendu parler de l'opportunité, alors c'était à l'ouverture, on a rejoint Keller Williams West Indies un mois après l'ouverture. On a tout de suite sauté le pas et on est passé à l'action et puis voilà, quoi. D'accord, top. Ouais, parce qu'en fait, il faut le savoir, j'ai été conseiller immobilier et en fait, c'est Jérôme qui m'a fait rentrer dans cette activité, dans cette agence. Keller Williams. Je confirme. Comme quoi. C'est bon, la boucle est bouclée. Aujourd'hui, je suis diagnostiqueur immobilier. Ma question, c'est de savoir, est-ce que vous aviez connaissance de ces diagnostics immobiliers avant de commencer cette activité d'investisseur et de conseiller immobilier? Alors, je veux dire que justement, si on était investisseur, on a commencé à être petit à petit familiarisé avec les diagnostics. Donc c'est vrai que quand on est passé en tant que conseiller, on avait déjà eu des échos parce qu'en fait on achetait des biens régulièrement entre guillemets, mais c'est vrai qu'au fil du temps avec l'expérience, plus ça va et plus on est un peu plus aguerri, surtout par exemple si on parle de diagnostic électrique. Avant, quand on était simple investisseur, c'est vrai qu'on lisait un peu en diagonale le diagnostic sans forcément comprendre les tenants aboutissants, et c'est vrai qu'en tant que conseiller, comment on se doit forcément justement de conseiller un client au mieux, apprendre à lire un diagnostic électrique, ça devenait vraiment essentiel pour vraiment être accompagné au mieux nos clients. Donc. Et alors j'ai une question sensible parce qu'en fait c'est le cas de pas mal de propriétaires en Guadeloupe
est-ce que ça vous a déjà en fait effrayé le montant justement des diagnostics? Est-ce que vous vous êtes pas dit, vas-y, ça me saoule, je fais pas ce diagnostic parce que c'est quand même c'est énorme en fait ce montant, le montant de ce diagnostic. En tant que propriétaire, là je parle en tant que propriétaire parce qu'en fait aujourd'hui, énormément de propriétaires ne font pas ces diagnostics car ils ne peuvent pas les payer et ils se disent en fait qu'au final c'est pas grave, rien ne va se passer, voilà quoi, c'est un diagnostic mais ça sert à rien quoi. Je pense qu'en fait, bien entendu, souvent ils ont pas anticipé cette dépense, donc c'est pas qu'ils ont pas l'argent, c'est que ça effectivement. Je pense que psychologiquement, ça leur fait un peu mal de sortir cet argent, mais pour autant, c'est pas non plus des sommes astronomiques. Je pense que quand le propriétaire a des démarches de vente, il pense avant tout à lui, à la somme qu'il va recevoir, et il se met pas à la place de l'acquéreur qui a besoin d'être rassuré, parce qu'en fait, lui, il est dans le bien. Donc, il sait que tout fonctionne correctement, qu'il n'est pas forcément embêté par des termites ou quoi que ce soit. Pour lui, il y a de l'électricité qui fonctionne et tout. Donc, entre guillemets, pourquoi chercher la petite bête? Mais il a du mal à voir que parfois, les acquéreurs, ce sont des primo-accédants. Ils ont besoin d'être rassurés sur ce qu'ils achètent. Mais en soi, la problématique du coût pour nous n'est pas une, parce qu'on se dit en tant que propriétaire, si on vend bien, forcément, on aura le fruit de la vente. Donc, quelque part, c'est pas de l'argent mis à la poubelle. Au contraire, il faudrait sans doute le voir comme de l'argent qui contribuerait à faire en sorte que la vente aille jusqu'au bout. Oui, c'est plus un investissement qu'une dépense, parce qu'il faut le voir. En fait. C'est ça. Mais c'est vrai que énormément de propriétaires en fait n'ont pas cette réflexion. Voilà. C'est plus un investissement qu'une dépense, comme vous dites. Et en fait, pour revenir à l'activité de conseiller immobilier, quel a été votre objectif, le premier objectif en commençant cette activité de conseiller immobilier? Quel a été le premier objectif donné en fait En toute transparence. Ouais. C'est d'être millionnaire. Hein. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, j'ai eu le même objectif quand j'ai commencé conseiller immobilier. Non, je plaisante. Plus sérieusement, je pense que on va me dire si peut-être compléter éventuellement. Ouais. Mais je pense qu'avant tout, c'était peut-être de transmettre un petit peu notre savoir. Justement, on a eu la chance d'avoir un parcours en tant qu'investisseur avant. Donc, je pense que c'est un background, un bagage qui n'est pas négligeable. Donc, je pense que on a voulu transmettre déjà ce savoir, que ce soit aux clients, mais éventuellement aussi aux collègues. Mais au-delà de ça, c'est peut-être permettre aux Guadeloupéens de concrétiser leurs projets, leurs rêves, que ce soit d'achat, et aussi, je pense, surtout de rendre accessible un peu à tous l'achat immobilier, et surtout aussi l'investissement locatif en Guadeloupe. Parce que bien souvent, les gens pensent que c'est réservé à une niche. Oui, alors c'est vrai que nous aussi, on avait quand même cet objectif d'être parmi les meilleurs agents de Guadeloupe, ça c'est très clairement, puisqu'on est des challengers, nous sommes des challengers et justement par rapport aux connaissances que nous avons acquises, en fait, l'idée de mettre à profit, c'était aussi de nous permettre de faire la différence par rapport à un agent immobilier lambda qui justement n'aurait pas toutes ces connaissances et qui ne se formerait pas en continu comme nous depuis de nombreuses années. Donc l'idée d'être conseiller immobilier pour juste l'être, ça nous motivait pas plus que ça, mais c'était vraiment être dans le top. Ouais, je confirme. C'est vrai qu'au départ, on s'est mis entre guillemets une certaine pression, mais bon, comme on dit, nous on aime ça en fait. On est des gens du défi, on aime se surpasser, on n'aime pas rester sur des acquis. Donc même si on n'était pas encore lancé dans le domaine, en tant que conseiller, on s'est dit si on s'investit là-dedans, on fait ça 400%, quoi. C'est pas genre être un parmi tant d'autres, quoi. Donc c'est vrai qu'on avait une vision assez claire qui était aussi de bousculer les codes, c'est de dire on va essayer de révolutionner le game, si on peut dire ça comme ça, et faire des choses que les autres ne faisaient pas encore. Donc c'est vrai qu'on s'est beaucoup investi sur le digital. Ah, ça c'est clair. Donc, on est arrivé, on était vraiment à fond sur le branding, et jusqu'à présent on continue à faire du branding, et ça porte ses fruits à terme, parce que maintenant du coup les clients viennent à nous, on a peut-être à faire moins de prospection qu'un conseiller lambda. C'est ça. L'idée, en fait, c'était un peu de mettre notre touche, pas uniquement de performer aussi pour performer, mais d'essayer d'apporter notre touche sur l'immobilier en Guadeloupe. Donc, sur le savoir-faire, sur les connaissances transmises aux clients, mais aussi sur la façon de faire, la façon de présenter les produits, c'est-à-dire les biens immobiliers, sur un type de vidéo de qualité, enfin des vidéos drone, etc., des vidéos immersives dans les biens. Ouais. Donc, lorsqu'on a commencé, il y avait très peu d'acteurs qui le faisaient en Guadeloupe sur le marché, donc on a essayé de démocratiser ça. Maintenant, on voit que
qu'il y a énormément de conseillers immobiliers en Guadeloupe qui le font, donc c'est une très bonne chose. Et puis dans l'approche aussi que nous avons de commercialiser, on s'est beaucoup fait connaître avec les ventes événementielles en immobilier, un peu ce qu'on appelle les visites libres, où on choisit un jour bien spécifique pour faire des visites et avoir un maximum de personnes et essayer d'avoir une offre ou plusieurs offres un jour J. Donc présenter en avant-première nos billets à un groupe d'investisseurs privilégiés. Donc c'était une façon de mettre notre touche et de se différencier tout de suite en entrant sur le marché il y a quelques années. Pour la petite parenthèse, justement, il parle des visites libres. Il faut savoir qu'avant même d'être conseiller immobilier, on avait déjà ce système en fait de vente privée. On faisait vente flash IMO à l'époque, on avait un showroom où on importait différents types de produits, ça pouvait être à la fois du prêt-à-porter, de la maroquinerie de luxe ou autre. Ok, top. Et voilà, l'idée c'est d'avoir des produits novateurs qu'il n'y avait pas forcément en Guadeloupe et se dire on prend un jour J bien précis avec peut-être un créneau de telle heure à telle heure, et que les gens puissent venir et profiter un peu en avant-première de produits en exclusivité. Donc c'est vrai qu'on a répliqué ce modèle en fait dans l'immobilier, sans même savoir que ça existait déjà au niveau mondial, au niveau chez Keller Williams. Donc c'est vrai que pour nous c'était tout à fait naturel. On a commencé en fait nos visites comme ça, en faisant toujours un jour un bien. Et on a fait notre réputation un petit peu comme ça et je pense que ça a bien pris, quoi. Ça a marqué les esprits et jusqu'à présent ça permet de rendre beaucoup plus rapidement en fait. Et on a vraiment créé un réseau d'investisseurs qui nous suit depuis des années et donc voilà, c'est un peu la marque de fabrique, quoi. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que avant que notre marque commerciale soit les Twins de l'IMO, on est arrivé chez Keller Williams, notre marque commerciale c'était Vente Flash IMO. Et ça venait du concept que nous avions quand nous avons notre showroom qui s'appelait Vente Flash Concept. C'est ça. Voilà, c'était Vente Flash Concept, le concept c'était des ventes flash. On vendait pas mal de produits de marques américaines, du maquillage, produits pour femmes, etc. Donc de Vente Flash Concept, on est passé à Vente Flash IMO. Donc c'était le système événementiel en immobilier. Et après, petit à petit, la bouche à oreille, les Twins de l'IMO c'est resté. Et dans la rue, les gens nous appellent les Twins sur les Twins de l'IMO. Donc voilà, pour qu'il n'y ait pas trop de marques commerciales, on a décidé de faire un choix des Twins de l'IMO et c'est comme ça que c'est venu. Vous avez donné vos âges tout à l'heure. Alors moi j'ai 44 ans. 42. Et ce ne sont pas des twins, voilà. Des twins, mais de 2 ans de différence. Voilà. Non, mais c'est super tout ça. Et en fait, je comprends que vous innovez tout le temps, H24. Est-ce que vous n'avez pas peur, justement, parce que là, vous montrez à pratiquement tout le monde votre stratégie, le digital. Est-ce que vous n'avez pas peur, justement, qu'ils reprennent ça et est-ce que vous n'avez pas peur, en fait, d'être en rupture de stock en termes d'innovation? Déjà, de un, j'ai envie de dire que si les gens reprennent, c'est que ça fonctionne, c'est qu'on est sur la bonne voie. Mais comme on dit, nous, en fait, sans prétention, on n'est jamais à court d'idées, c'est-à-dire que ça cogite tout le temps, en fait. Donc après, c'est trouver les bons moments pour sortir les bonnes stratégies, mais on est en permanence réflexion, en fait. Oui, effectivement. Puis c'est stimulant, c'est-à-dire que quand il y a de la concurrence, l'idée, c'est d'essayer de performer encore au-dessus, de sortir de sa zone de confort, il est toujours de rajouter quelque chose en plus, notre touche, et de encore se différencier. Il y a de la place non seulement pour tout le monde, et après, il faut passer à l'action, exécuter. Et je pense que on a tous un cerveau, c'est pour l'utiliser au mieux et on va aller au-delà de ses limites de création, d'imagination. Donc je pense que on n'est pas limité et puis ce qu'on a commencé à faire, je pense qu'on aura d'autres idées et puis on n'a pas la science infuse, on peut aussi nous s'inspirer de d'autres personnes et puis c'est comme ça que ça fonctionne. Avant tout, on est des compétiteurs et des challengers. Comme mon frère dit, ça nous motive en fait. Donc s'il y a personne en face, c'est pas marrant. Ouais, je comprends très bien. Chez vous, les Twins, qui fait quoi? Moi je fais rien, il fait tout en fait. C'est ça, moi je fais la fête. Non, plus sérieusement, c'est vrai que moi je serais peut-être plus axé sur la partie estimation de biens. On peut dire que c'est un peu mon point fort principal, si on peut dire ça comme ça. Gérer un peu aussi parfois l'administratif et aussi les clients. Là, lui peut-être sera peut-être plus branché marketing, développement stratégique. C'est-à-dire que moi, je suis effectivement beaucoup plus sur la communication, la stratégie de communication, stratégie de branding, la stratégie d'entreprise, la vision d'entreprise, et puis de façon plus pragmatique, au jour le jour, le closing avec les clients. Enfin, surtout avec les propriétaires lorsqu'ils nous confient un mandat, etc. Il faut savoir qu'il y a des choses qu'on fait chacun de notre côté. Il y a des choses qu'on va faire à deux parce qu'on sait justement que ce sera une grosse force en fait d'être à deux, que ce soit peut-être pour closer un client,
aller chez le propriétaire. Bon, ça on peut le faire pas forcément à deux, on peut le faire à deux, on peut le faire chacun de notre côté. Mais voilà, quand on va peut-être recevoir un client à l'agence pour présenter une estimation et conclure, c'est clair que quand on est à deux, ben, s'il y a des objections, voilà, ça réplique de partout, quoi. À gauche, droite, quoi. Ouais, c'est le client n'a pas le temps de venir, quoi. Il y a une objection, bim, bim, bim. Comme là maintenant, en fait. T'as pas le temps. Donc, non, c'est vrai que on est très complémentaires, en fait. Ouais. C'est vrai qu'on est super différents. Mais je pense que c'est une force. Bon, le plus difficile, entre guillemets, si on peut dire cette façon de parler avec des guillemets, hein, c'est de pouvoir s'entendre, parce qu'en fait, on peut être différent et ne pas s'entendre du tout. Ouais, Enfin, nous, voilà, on va nous dire ce que vous entendez surtout, non. Voilà, des fois, on peut péter des gros câbles sur l'autre, entre guillemets, parce qu'on aura des visions complètement opposées. Okay. Bon, en fait, je crois que c'est ce qui fait notre force. C'est-à-dire que là, peut-être des fois, parfois, j'aurais des appréhensions. Comme moi, je suis très réfléchi, profil C pour les gens qui connaissent. Ben, lui, c'est un fonceur. Donc, en gros, il va même pas forcément à chercher le détail, etc. Moi, je veux que le tout soit parfait, tous les voyants soient ouverts, tu vois. Donc, lui, voilà, il a une idée, boum, boum, ok, ça, je suis sûr de mon coup, on y va, boum. Donc, dans un sens, ça m'apporte. Et à l'inverse, parfois, je vais être un peu le garde-fou quand lui veut plutôt y aller. Donc, voilà, on se complète, je pense. Oui, c'est-à-dire que, en fait, moi, je vois souvent le point Z en partant du point A et je vois pas A, B, C, D comme lui jusqu'à Z. Donc, forcément, la vision peut pas être la même. Je comprends. Mais c'est vrai que je suis beaucoup plus focalisé sur l'objectif que sur, comment dire, chaque obstacle potentiel. Je pense toujours qu'on peut toujours trouver des solutions aux obstacles, c'est peut-être pour ça. Justement, alors, comment vous structurez vos journées? Une journée type, par exemple, un lundi. Alors, le lundi, on va commencer peut-être déjà par boire un bon café. C'est la base. Un petit peu de sport le matin, ça fait du bien. Le lundi, ouais, justement, ben, j'ai le coaching, voilà. Tu ne te cacher. Avec qui? Avec. Putain, ben, j'ai oublié. Yael. Il a oublié tous mes bras. C'est pas Avec Yael, bien sûr. Et du coup, voilà, un petit peu de sport. Après, boum, une fois rentré à la maison, ben, je vais checker mes mails, voir un petit peu quelles sont les tâches dans ma to-do list et tout de suite essayer de prioriser, en fait, de voir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est prioritaire, urgent et voir un petit peu qu'est-ce que je mets en place. C'est vrai qu'en général, les emplois du temps sont fixés plus ou moins à l'avance. Donc, on a déjà des blocs temps pour tel type de tâches. Ça peut être une relance client, passer des coups de fil, aller sur le terrain, etc. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place pour le hasard, même si on laisse quand même un peu de place pour les imprévus, etc. Mais sinon, en général, c'est souvent sur le terrain. Oui, c'est vraiment sur le terrain. Et puis, moi, je me focalise le matin sur vraiment l'objectif prioritaire du jour. Et après, le reste, en fonction du temps, quoi. Mais c'est un peu comme ça que je fonctionne. Et puis, première étape, bien manger. Parce que je prends un petit déjeuner le matin. J'ai du mal à faire prendre juste un café et partir tête baissée. Par le voyer. Ouais. T'as vu ça? Discrètement, boum. Ouais. Non, mais il faut être en forme pour commencer la journée. Et donc, oui, effectivement, pareil, il y a un to-do list et on regarde en fait c'est quoi le 20-80 en fait, sur quoi il faut s'axer sur la journée. Et puis, généralement, on passe en revue les dossiers actuels et on essaie d'organiser au mieux en fait la journée en se complétant et en se distribuant certaines tâches, quoi. Justement, est-ce que vous pensez que votre emploi du temps vous aide justement à atteindre votre objectif? Ouais, pour moi, c'est un gros levier. Hein. On sait qu'on a toujours une marge de progression dessus, parce que voilà, on n'est pas irréprochable en termes de planning. Mais franchement, on voit la différence quand on est très focus et voilà, on a un truc bien carré en termes d'emploi du temps. Ou certaines fois, à l'inverse, on peut peut-être à la one again, on n'est pas trop focus et voilà, ça sera peut-être comme ça vient, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que si je prends peut-être le mois actuel, où là, on a vraiment, dès le début du mois, on a une vision, on se dit, ok, il faut qu'on vende tant de biens, enfin tel ou tel bien déjà, on se projette, on dit voilà, tel bien qu'on a fait rentrer, il faut qu'on le vende, ou bien on va rentrer ça, enfin voilà. On a une stratégie en fait, en amont en fait, c'est un petit peu ça. Donc après on se donne les moyens, mais pour closer, enfin voilà, pourquoi ça aboutit, c'est finalement atteindre les objectifs à la fin du mois. En fait. Donc on va l'idée c'est de faire des sortes de, ouais, de mettre des points de contrôle, si on peut dire ça comme ça, peut-être en milieu de semaine, en fin de semaine, voilà, chaque semaine, et ça permet de voir un petit peu où est-ce qu'on en est, et du coup réajuster là il faut réajuster, mettre un coup de boost quoi, peut-être au niveau de terre ou autre, voilà, l'idée c'est ça, c'est toujours en fait, ouais c'est ça, ouais, oui, d'avance en fait. C'est-à-dire que déjà sur l'immobilier c'est assez chronophage hein, et multitâche, donc en fait l'idée c'est vraiment avoir une certaine rigueur, une organisation, planification également, donc ce qui est certain c'est qu'il n'y a pas de place pour l'improvisation totale, il faut véritablement tenir et respecter son agenda puisque sinon on est vite dépassé
surtout qu'on commence à faire pas mal de volume. Si on veut garder un certain standard de qualité vis-à-vis de nos clients, on est obligé d'être rigoureux. Sinon, notre image de marque en prend un coup, donc il faut vraiment prendre ça très au sérieux et pas à la légère, quoi. Donc nous, on est vraiment focus sur notre activité et vraiment, on tient à cœur en fait de fournir le meilleur service. Donc voilà, c'est du temps qu'on consacre vraiment corps et âme, quoi, dedans. Super les gars. Et comment vous gérez les coups de mou? Parce que ça arrive. Et comment vous gérez ça? Est-ce que vous avez en fait suffisamment de mental pour passer outre? Ou est-ce que vous prenez quand même 5 minutes pour vous reposer et repartir à 100%? Déjà, je dirais que dans l'immobilier, ça peut arriver souvent. Dans la mesure déjà de 1, on a souvent ce qu'on appelle l'ascenseur émotionnel. Hein. Ouais. On passe d'une émotion de joie, oh, c'est bon, on a signé une offre et tout, c'est accepté, oh, génial, ok, c'est bon, on passe à autre chose, et le lendemain, boum, le truc capote. Donc ça, c'est super chaud à gérer. Bon, comme on dit, je pense que avec l'expérience, on arrive plus ou moins mieux à gérer ça, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Mais c'est vrai que le plus difficile, entre guillemets, c'est de se dire qu'il ne faut pas prendre les choses à cœur, enfin trop à cœur, et de prendre les choses personnellement. Il faut justement arriver à se détacher et pour justement aller de l'avant. Et après aussi, le fait, je pense qu'on soit à 2, ça aussi, ça peut aider. Ben, s'il y a un qui peut-être qui a un coup de mou, même si ça n'a rien à voir avec l'immobilier, hein, mais que l'autre va peut-être le relever, entre guillemets, bien, et vice-versa, quoi. Donc ça aussi, je crois que ça peut aider. Oui, effectivement, le fait d'être 2, ça joue énormément, puisque y a toujours quelqu'un pour contrebalancer, entre guillemets. On s'automotive en fait. Voilà, donc ça, c'est clair que ça, c'est une richesse que quelqu'un qui est seul n'aura pas. C'est pour ça qu'on dit d'une façon toute simple, l'union fait la force, c'est pas pour rien. Et sinon, j'ai presque envie de dire, au bout d'un moment, on s'y fait. C'est-à-dire qu'on a compris que dans l'immobilier, il y a des hauts et des bas. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se positionnent sur bien, ils changent d'avis, etc. Donc, lorsqu'on se lance, c'est vrai qu'on n'est pas préparé à ça. Et au début, il y a l'excitation. Voilà, on a reçu une offre sur une maison, 400 000 €. On se dit, ah ouais, c'est une belle commission et tout. Et finalement, même pas le week-end arrive et la personne nous dit, ah non, finalement, j'ai changé d'avis. Voilà. Donc, il y a tati, tonton, qui dit, ah non, ne te lance pas là-dedans, c'est risqué. Voilà. Donc, ça, au début, qu'on n'est pas préparé à ça, ça peut vraiment démotiver. Aujourd'hui, je pense qu'on arrive à avoir une certaine maturité où quand on reçoit une offre, on est assez neutre. On essaie justement de ne pas avoir d'émotion par rapport aux offres qu'on reçoit et aussi aux offres qu'on perd. Parce qu'on sait que statistiquement, ça va toujours arriver. Allez, peut-être sur 20 offres, il y aura peut-être 3 ou 4 qui risquent de capoter. Donc, on va pas s'amuser à mettre notre cœur en danger. Non, mais vous avez raison. Hein. Mais après, je vais pas mentir, pour moi, pour ce qui me concerne personnellement, comme moi, j'aime pas la défaite. Donc, si demain j'ai une offre qui capote, même si je sais qu'il faut pas le prendre personnellement, ça va quand même me toucher un petit peu. Mais voilà, je vais pas baisser les bras en mode, ah putain, ça m'a cassé, c'est mort. Non, je me dis, putain, ça, on a perdu là, mais dès ce soir-là ou dès demain matin, boum, on active quoi pour. Faut que ça se vende en fait. J'aime pas rester sur un truc négatif, tu vois ce que je veux dire. Ouais, donc dans l'idée, je me dis, bon, mais ouais, on se démerde, mais ça là, on sort ça. Donc, ouais, après, je pense que le mental joue pour beaucoup aussi en fait. Je pense qu'on a un mental de gagnant, si on peut dire ça comme ça, de combattant et qu'on se laisse pas battre dès la première. Comment on dit ça? Contrariété. Ouais. Oui, et puis après, moi j'aime bien tout ce qui est la psychologie, la négociation et le challenge, c'est-à-dire que parfois une offre peut capoter et j'aime bien, entre guillemets, revenir vers le client, comprendre, essayer de lui montrer finalement qu'il n'a pas forcément raison, il a parfois des peurs, des doutes sur son choix d'abandonner, parce qu'effectivement, comme mon frère disait, quelqu'un lui a peut-être donné des informations ou lui a mis de doutes sur le fait de faire cette acquisition. Et l'idée, parfois, ça me challenge de réussir à récupérer l'offre et de le convaincre justement de finalement qu'il change d'avis et qu'il me suive, parce qu'on est avant tout là pour conseiller. Et je pense que si peut-être il sait, le client a décidé d'être en retrait, c'est que peut-être qu'il y a eu un manque d'information, ou il y a des zones d'ombre qui, pour lui, il s'est retrouvé un moment seul où il n'avait pas toutes les réponses à ses questions. Et le fait de revenir avec des arguments forts, concrets, qui l'aident à concrétiser son projet d'achat et que finalement on arrive à faire en sorte qu'il signe puisqu'il a compris l'intérêt de faire cette acquisition, c'est une satisfaction personnelle parce qu'on se dit en fait le client il peut passer à côté d'une bonne affaire, mais c'est simplement parce qu'il n'a pas les bonnes informations, il n'a pas forcément toutes les clés en main et c'était ce recul pour voir en fait ce qu'il y avait en face, il y avait énormément d'avantages à acheter le bien en fait. Voilà, action-réaction, traitement de l'action.
Exactement. Mais du coup, la santé, on est pour beaucoup aussi parce que faut dormir, faut avoir 7 heures de sommeil. Est-ce que vous faites 7 heures de Je crois que je suis à 7h05, plus précisément. Précis. Ouais, je suis facile, 8 heures. Donc, comme tu dis, c'est important de bien dormir. L'hygiène de vie est capitale, en fait. Je pense que ceux qui font la fête tous les soirs, tous les 2 jours et qui pensent être performants, dans quel que soit le domaine, je pense pas Un peu la fête, ouais. Je pense pas en fait qu'on puisse performer en fait. De toute façon, il n'y a qu'à voir. Hein, les plus grands athlètes ont des matchs, que ce soit des footballeurs ou des boxeurs, peu importe. Ils ont une hygiène de vie aussi quasi irréprochable par rapport à leur alimentation, par rapport à leur séance d'entraînement, la rigueur, justement, de quand est-ce qu'ils vont maintenir leur agenda, tout simplement. Et je dis pas qu'ils peuvent pas faire la fête, bien entendu. Mais je pense que tout ça est bien cadré en fait. Il n'y a pas de place à l'improvisation à un certain niveau. Je pense vraiment qu'il faut faire ses heures de sommeil, etc. Tout ça, ça compte énormément pour être efficace le lendemain, quoi. Ouais, je pense que c'est une histoire d'équilibre. Comme on fait des heures, on peut faire la fête, on peut s'amuser, etc., chill et tout. Mais après, voilà, c'est une histoire de priorité. C'est de gagner un temps pour chaque chose. Et donc après, on peut savoir aussi ce qu'on veut. Faut pas se dire qu'on fait la fête tout le temps. Après, on se dit putain, je comprends pas, j'ai pas de résultat, quoi. C'est ça, ouais. Donc, comme on dit, voilà, faut savoir doser. Donc, comme tu l'as dit toi-même, hein, tout ce qui est sommeil, c'est super important. Ouais, l'hygiène de vie, en fait, l'alimentation, etc. Tout ça, en fait, va rentrer en compte. Donc, ouais, c'est super important de faire attention à ça. Le sport, ça aide pour beaucoup. Je vois que, notamment par rapport à tout ce qui est pression, stress, ah ouais, le sport, ça aide de dingue. Franchement, personnellement, je vois la différence. Quand je vais être vraiment assidu sur le sport, et quand je vais être en mode psychotage à plein temps, quoi. D'accord. Non, c'est vrai que, mine de rien, ça aide vraiment à mieux encaisser les coups, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Et ouais, je vois toute la différence. On est plus efficient. Plus efficient, ouais. Le corps, c'est une machine, il faut l'entretenir. Hein. C'est ça. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont un business et travaillent, comment dire, en tant que salarié également à côté. Est-ce que c'est le cas pour vous? Est-ce que vous vivez à 100% de votre business? Je pense qu'à l'heure actuelle, on peut dire qu'on vit notre business à 100%, même si on investit sur à côté. Donc voilà, mais on peut dire qu'on vit à 100% de ça. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'au début, c'est important d'avoir une source de revenus secondaire. Pour nous, c'était nos loyers, puisqu'on a des biens en investissement locatif. Parce qu'en fait, l'immobilier, il y a des hauts, des bas. Quand on commence en tant que conseiller immobilier, avant de trouver des mandats qui soient viables et qui puissent, déboucher sur une transaction, c'est pas toujours rapide. On connaît les délais en fait des notaires, donc c'est important au début qu'on se lance d'avoir des revenus journaliers secondaires. Mais aujourd'hui, on fait suffisamment de volume de transactions pour vivre pleinement de l'immobilier, ce qui n'est pas donné à tout le monde en fait. Hein. C'est un monde où il y a énormément de turnover, puisque tout le monde n'en vit pas. On est sur un marché ultra concurrentiel, où nous sommes de nombreux acteurs. Ouais, c'est vraiment pas tout le monde qui en vit. Ouais, je pense que c'est quand même important de le dire, parce que il y a ce qu'on voit peut-être sur les réseaux, ou à l'époque on voit sur des cloches tout le temps. Ah putain, les gars, ils ont des offres tout le temps, c'est bon, ça tombe, mais ils voient pas déjà tout le travail qu'il y a en amont. Mais comme mon frère dit, c'est long en fait. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'une vente en moyenne, c'est 5-6 mois. Donc ça c'est si tout se passe bien. Dans le meilleur des cas, si on est sur le terrain, ça peut être 8 mois, voire parfois même 1 an, s'il y a des prorogations, etc. Donc c'est vrai que, comme il disait, faut avoir les reins solides. C'est que quand on commence, on n'a pas forcément de trésor à côté, donc parfois certains ont envie de faire des jobs, etc. Mais c'est vrai que ouais, c'est un travail de longue haleine, il faut être patient, il faut être rigoureux et se donner moyens. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas genre on arrive, hop, on a bien à vendre et hop, ça tombe tout de suite, quoi. Après, on fait de la location à la rigueur. Mais sinon, la vente, ouais, c'est pas évident. Ouais, c'est clair, parce qu'en fait, quand j'étais conseiller immobilier, c'est l'une des choses qui a poussé la réflexion à quitter cette activité, parce que j'ai constaté que 1 an à attendre ses sous, c'est compliqué, et parfois ce qu'on obtient, c'est limite l'équivalent du SMIC si on étale en 1 an. Donc ça m'a poussé aussi à prendre cette réflexion, à quitter l'activité de conseiller immobilier. C'est plutôt ça. Quel type de transaction traitez-vous en priorité ou généralement au sein de votre agence? Parce qu'il y a des conseillers immobiliers spécialisés en location, d'autres en vente. D'autres aussi font plutôt de la gestion locative. Vous faites quoi principalement? Nous, on est plutôt basé sur l'ancien. Donc, on va vendre à la fois des appartements, des maisons, mais également des terrains. Alors, on ne fait pas forcément de neuf, mais principalement de l'ancien. Oui, effectivement. On ne va pas faire tout ce qui est gestion locative ou d'allocation pure, on n'en fait pas. Les locaux commerciaux, ça peut arriver,
mais c'est pas notre spécialité. On aime bien accompagner les clients soit sur la résidence principale, mais notre vraie force, notre vraie valeur ajoutée, c'est sur l'investissement locatif, parce que c'est là en fait où on peut apporter notre vraiment expertise. J'ai envie de dire la résidence principale, n'importe quel bon conseiller immobilier peut accompagner le client, mais conseiller le client avec une vision 360 sur l'investissement locatif, il faut vraiment avoir un bagage, je veux dire, plus pour faire que le client fasse les bons choix en fait. Oui, justement, c'est là que notre expérience en fait prend tout son sens, c'est-à-dire du fait que on a une certaine, on a un certain bagage parce qu'on a investi maintes et maintes reprises. On sait un petit peu quelles sont les stratégies à mettre en place. On peut, contrairement à un conseiller lambda, dire voilà, peut-être là vous avez un mieux au porteur, là vous pouvez peut-être agrandir ou bien peut-être optimiser la rentabilité, exploiter le peut-être plus en colocation pour optimiser ou plus fait de la courte durée par rapport au secteur. On a une vision en fait, peut-être une réflexion plus poussée et comme on a l'expérience justement, on pourra lui dire voilà, faites plutôt ce choix là plutôt qu'un autre, pas juste être un porteur de clés, dire voilà, vous avez la cuisine, là, vous avez la salle de bain, etc. Donc c'est vrai que ça aussi, ça met les clients en confiance et justement comme ils voient un peu ce qu'on a déjà fait et ce qu'on continue à faire en tant qu'investisseur, je pense que ça c'est notre valeur. Vous m'avez dit en fait tout à l'heure que votre stratégie est plutôt orientée vers le digital. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous démarque? Après vous m'avez parlé aussi de votre côté investisseur, donc c'est la plus-value aussi lors des visites, les conseils que vous apportez aussi aux propriétaires. Est-ce que vous voyez autre chose qui pourrait vous démarquer de la concurrence? Parce qu'en fait, encore une fois, demain, conseiller immobilier, il pourra faire, se renseigner, prendre des formations et devenir aussi un conseiller, précis comme vous, ou se lancer dans le digital, etc. Est-ce que vous avez, quelques coups d'avance en tête ou Alors moi déjà pour répondre à la question, qu'est-ce qui nous démarque? Bon déjà le fait d'être deux, déjà ça marque déjà les esprits, pardon. Et au-delà de ça, comme je dis, ça c'est un gros avantage pour le côté closing. Mais au-delà de ça, je pense qu'on a pris le parti pris en fait de vraiment jouer carte sur table en fait. C'est-à-dire qu'on va être un maximum transparent avec les clients, soit les acheteurs ou les vendeurs. C'est vraiment tabler tout sur l'honnêteté. C'est-à-dire que comme on dit, la Guadeloupe est un territoire qui est petit, donc tu vas faire un coup bas à un client aujourd'hui, tu te dis ok ça passe super, belle, mignon. Mais voilà, demain ça se retourne contre toi, ça fait un bad buzz entre guillemets. Alors que nous, voilà, demain on fait visiter un bien, s'il y a des problèmes, je sais pas moi, infiltration au niveau de la toiture, ou il y a tel ou tel souci, on préfère dire au client en fait en toute transparence, voilà c'est les avantages du bien, mais voici également les inconvénients. Comme ça c'est la personne se positionne, il fait une offre, ce sera en toute transparence. Et bien souvent les gens en fait ils apprécient en fait ce côté transparent et honnête qu'on aura, là où on a peut-être aurait tout fait pour essayer de cacher ce truc là et passer rapidement à autre chose en disant j'espère que le client va pas voir ça, mais demain ça peut être perçu comme un vice caché. Donc en fait nous on préfère rejouer la transparence et je pense que ce côté sérieux, cette rigueur aussi, ça fait un peu la différence au niveau des clients en fait. C'est-à-dire que le monde de l'immobilier est parfois perçu comme un monde de requins. Il y a beaucoup de propriétaires qui veulent pas d'agence pour ça en fait, parce qu'il y a parfois des éléments qui font un peu tout n'importe quoi juste pour avoir un mandat, parce que certains pensent qu'à la commission. Nous avons la chance aujourd'hui, ou en tout cas le privilège, de ne pas être en manque de mandat et on n'a pas besoin de vendre à tout prix. C'est-à-dire qu'on peut se permettre le luxe de se dire à un propriétaire, non, on va pas vous accompagner sur tel projet, parce qu'on considère peut-être que le bien a des malfaçons, ou bien qu'il est beaucoup trop cher par rapport au prix du marché. Et vraiment d'avoir une position assez neutre dans la transaction, que même si elle ne se fait pas, ça ne nous impacte pas et que ça ne nous incite pas à faire une vente forcée auprès de l'acquéreur ou quoi que ce soit. Et je pense que ce qui fait notre réputation et notre succès, je dirais, c'est comme mon frère disait, c'est jouer la transparence avec le client et vraiment l'aider. C'est-à-dire que lui montrer qu'on est vraiment là pour lui, pour réaliser le son projet. On n'est pas là pour vendre, ça ne nous intéresse pas, puisque faut pas oublier qu'avant tout nous sommes investisseurs, donc on a été comme les acquéreurs à leur place et on sait un peu quelles sont les peurs, les potentielles objections, les appréhensions. Donc on est là vraiment pour les rassurer, mais leur donner des conseils. Et ce en quoi on se distingue vraiment, c'est vraiment le savoir. Vraiment apporter, on n'est pas avant en fait d'informations qu'on peut lui dispenser, des choses qu'on a appris parfois à des coûts très chers, puisque quand on fait une formation sur la fiscalité, sur les SCI, ce sont des formations parfois qui coûtent très très cher avec des spécialistes, mais qu'on n'hésite pas à partager avec nos clients pour justement les accompagner tout simplement.
Oui, pour corroborer ce qu'il disait, justement, je pense que là, on va se distinguer également. Je pense notamment aux estimations. C'est vrai qu'on essaie d'être le plus juste que possible par rapport à la conjoncture, par rapport au marché. Et là où peut-être certains vont aller dans le sens, brosser un peu le sens du poil, entre guillemets, dans le sens du poil, le client. Le propriétaire, Le propriétaire, ouais. Il va essayer peut-être d'estimer au plus haut pour lui faire plaisir et signer un mandat. Nous, on préfère donner quelque chose de juste et d'objectif. On dit voilà, à un instant T, par rapport au marché actuel, voici combien vaut votre bien. On sait peut-être que ça va vous peiner ou causer du tort, ce que vous attendez beaucoup plus, mais il y a une réalité en fait. Le client, bien souvent, il est sur l'affect, le vécu, ah oui, j'ai bâti cette maison de mes propres mains, etc. Mais voilà, on n'est pas là pour vendre du rêve en fait. Donc là où certains en fait vont signer pour signer, ils se disent ouais, il faut prendre le mandat à tout prix. Nous, si le client il déconnecte de la réalité, peut-être nous on lui fait une estimation à 250 000, il nous dit qu'il en veut 450, on va dire écoutez, si vous arrivez à le vendre à 450, tant mieux pour vous, on ne peut que vous féliciter. Mais voilà, on va se dire on va se battre avec lui et dire on signe tant bien que mal à 450 parce qu'au final on se discrédite plus qu'autre chose. On se discrédite auprès des acquéreurs puisque aujourd'hui les acquéreurs sont de plus en plus informés. Les prix ne sont pas opaques, donc ils peuvent in fine savoir combien le propriétaire a acheté son bien, et même ils font des visites assez régulières sur différents biens quand ils sont dans une vraie démarche d'achat. Donc ils finissent par connaître à peu près les prix. Donc nous on ne peut pas se permettre de mettre le prix que le propriétaire a envie, souhaite ou rêve. L'idée, c'est toujours essayer de vendre au prix du marché, parce que derrière, il faut aussi qu'on puisse être crédible et justifier à l'acquéreur pourquoi c'est une bonne affaire, pourquoi c'est à ce prix-là. Si on a fait une estimation qui est juste, voilà, l'idée, c'est vraiment que l'acquéreur s'y retrouve, en fait. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vendeurs, ils se disent, peu importe le prix, on va toujours trouver un pigeon tôt ou tard. Sauf que nous, on ne travaille pas avec la chance. Donc, en fait, l'idée, c'est pas de vous proposer un prix. Que ce soit genre, en termes de stats, une personne sur 100 000. L'idée, c'est de trouver le juste milieu par rapport à un marché, par rapport à une demande, un instant T, et par rapport à la conjoncture également, pour savoir est-ce que les gens peuvent emprunter tel ou tel montant. Combien de personnes à l'heure actuelle recherchent un type de bien de ce style et à quel budget? C'est un petit peu ça l'idée. Mais le côté facteur chance, en mode on le met à 1 million alors que ça vaut 500 000. Ensuite, il y aura toujours le pigeon qui va l'acheter. J'ai envie de dire quand même, maintenant les pigeons, ils réfléchissent. Les pigeons sont intelligents. Ils ont réfléchi et regardent un petit peu la concurrence, qu'est-ce qui se fait. Non, c'est vrai que bien sûr, on a le discours encore actuellement en 2024. Ah oui, mais vous savez, les Canadiens, les étrangers qui ont de l'argent et tout, il y en aura toujours un qui va acheter. Je suis désolé, votre bien, vous nous parlez de 1,5 million par exemple, sauf que le gars, il a même s'il a 1,5 million sous son compte, il a du cash, voilà, il va toujours regarder un petit peu qu'est-ce qui se fait sur le marché, même s'il ne connaît pas la Guadeloupe, mais il va pas se dire, ah ouais, le truc là, il est tout pourri, je mets 1,5 million dessus parce que j'aime bien la maison. Voilà, il va se renseigner pour savoir s'il fait une bonne affaire, quel sera le coût des travaux éventuellement, si toutefois il y en a, on ne sait jamais, mais surtout quelle sera la rentabilité, enfin combien il retombe sur le même s'il a plein d'argent, mais c'est le B.A.-bas en fait. Mais les gens ne comprennent pas ça. Nous, on n'est pas voilà, des faiseurs de rêve, quoi, en mode on cherche un pigeon. Mais est-ce que vous avez connaissance justement d'une application, un outil qui pourrait permettre aux acquéreurs de trouver des informations sur le prix d'acquisition d'un bien? On ne rappelle pas forcément les données parce que ça tue un peu notre business. C'est vrai. Donc, je plaisante. Non, il y a plusieurs applications. Il y a pas mal d'applications DVF, quoi. On a les sites en fait directement. Il doit y avoir des VF, Gouv, je sais pas trop quoi. Il y a Meilleur Bien Immo, par exemple. Même si vous allez sur des sites comme Se Loger, vous voyez les sites d'annonce, ça vous donne un prix au mètre carré. Donc c'est un prix indicatif, prix au mètre carré par rapport à la superficie déclarée dans l'annonce. Ça donne déjà un premier ordre. Après, nous, on utilise en interne des outils bien plus poussés. Même pour le commun mortel, c'est vrai que souvent, vous avez le prix affiché du bien, mais vous avez aussi le prix au mètre carré qui est calculé directement. Voilà, des outils comme Yann Porte et d'autres de féliciter. Quel est votre palmarès dans cette activité de conseiller immobilier? Je vais laisser le plus ancien parler. Ouais, il n'est pas de barbe, mais je suis ancien. Oui, alors en fait, depuis que nous sommes à Keller Williams, nous avons été chaque année, mon frère et moi, meilleur agent de l'année. Donc, ce qui est intéressant, puisque nous sommes 90 agents ici, donc c'est représentatif. Même au niveau de la Guadeloupe, c'est représentatif. Et au niveau national, il faut savoir que le réseau Keller Williams a 3000 agents en France et nous sommes classés l'année dernière 23e sur 3000. Donc ça donne un peu, surtout qu'on est sur un petit territoire. Donc proportionnellement, c'est vrai que ça représente un chiffre intéressant où nous sommes fiers. On travaille avec nous entre de bonnes mains. C'est ça. Ce sont les meilleurs agents. Quelle est selon vous la vision
des propriétaires ou bailleurs en Guadeloupe, la vision en fait de cette personne vis-à-vis de l'immobilier en fait. Est-ce qu'ils ont une vision professionnelle? Qu'est-ce que vous pensez en fait de ça? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a énormément de biens abandonnés et j'ai l'impression que pour eux l'immobilier c'est quelque chose qui n'a pas de valeur, qui une chose qu'on peut délaisser sans crainte, sans pénalité. Comment vous voyez ça en fait? Je dirais que qui dit immobilier dit administratif, dit paperasse. Et c'est vrai que malheureusement culturellement, c'est pas une généralité, mais beaucoup ne sont pas assidus sur tout ce qui est classement des dossiers, du titre de propriété, des successions, etc., des taxes foncières. Donc souvent c'est quelque chose qui est par méconnaissance ou négligence un peu mis de côté. Donc c'est souvent on a beaucoup de cas, je dirais, où on se rend compte que c'est parce que les personnes n'ont pas fait ce qu'il fallait auprès du notaire, qui fait que ils ont déjà accumulé tellement de taxes foncières, etc. Finalement, ça reste une dette ou un poids, une charge pour eux. Mais je pense que ça change. Certaines personnes sont quand même conscientes que faut préserver en fait l'immobilier en Guadeloupe, nos biens familiaux. On l'entend de plus en plus, mais dans les faits, c'est vrai que les gens ont tendance à négliger et ne pas trop s'occuper de ça en fait, parce que pour eux c'est du travail, c'est aller chez le notaire, prendre des rendez-vous. C'est pas toujours évident d'avoir un rendez-vous avec les notaires. Donc ils finissent par abandonner, à baisser les bras. Donc ils sont pas procéduriers. Et voilà. Après ça c'est une certaine génération. Maintenant je trouve que les jeunes, on a beaucoup de clients qui ont 30-35 ans. Soit ils sont primo-accédants sur une résidence principale, mais surtout ils s'orientent beaucoup sur l'investissement locatif. Donc il y a vraiment un gap entre les générations et la manière de percevoir l'immobilier. Je dirais que les jeunes sont beaucoup plus alertes, ont beaucoup plus l'envie d'investir aujourd'hui pour se constituer un patrimoine immobilier certes, mais aussi pour générer des revenus. Là où nos parents à l'époque achetaient essentiellement leur résidence principale et pour eux considérer que c'était suffisant comme patrimoine immobilier. Donc les jeunes ont perçu en Guadeloupe qui peuvent augmenter leurs revenus, leur capacité de pouvoir d'achat, tout simplement en investissement en faisant les bons choix dans l'investissement locatif. Donc l'image change. Et tout dit, c'est ça. On pas dit mieux. C'est ça. Ouais. Juste pour compléter, je pense que oui, la nouvelle génération, ils sont peut-être plus au fait. On voit qu'il y a vraiment un engouement par rapport à l'investissement et je pense qu'ils se font beaucoup plus. Donc je pense qu'ils ont aussi vu les erreurs qu'avaient commis un petit peu nos aînés, si on peut dire ça comme ça, par peut-être manque de connaissances. Et donc là, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, même qui sortent de l'Hexagone et qui rentrent en Guadeloupe, qui veulent se donner les moyens de se réapproprier un petit peu aussi, que ce soit les terres ou les biens en Guadeloupe, quoi. Ça c'est bien. C'est ça, parce qu'en fait, moi j'ai l'impression en fait que certaines personnes ne pensent pas en fait que l'immobilier c'est une source de revenus, mais plutôt en fait, j'ai de l'immobilier, j'ai juste une maison en fait au-dessus de ma tête, mais ils se disent pas, certaines en tout cas, que l'immobilier c'est quelque chose qui peut les mener vers la liberté financière, par exemple. Oui, c'est vrai qu'en mon sens, l'immobilier est un des piliers en fait, on peut dire ça comme ça, un pilier de richesse qui peut être le plus facilement accessible. Après, ça peut paraître un raccourci, parce qu'on a dit, c'est pas tout le monde qui est éligible à un prêt, etc. Mais contrairement à peut-être, je sais pas moi, des gens qui ont des multinationales, qui ont des grosses entreprises, etc., il faut avoir un certain bagage, ne serait-ce que financier au départ, quoi, pour son héritage. Voilà, mais c'est vrai que pour moi, on peut entre guillemets partir de pas grand-chose en immobilier, peut-être en ayant peut-être au départ juste un CDI, c'est de qu'on fait un premier investissement en locatif. Après avec les loyers, faire un deuxième et ainsi de suite. Donc en fait, on peut partir de rien et se bâtir un empire très rapidement si on a les bons outils, les bonnes formations, les bonnes stratégies, et on peut aller très loin après là-dedans, voire après même diversifier dans l'immobilier. C'est-à-dire que beaucoup de personnes en Guadeloupe pourraient investir, pourraient acheter, mais par méconnaissance, ont souvent des idées préconçues, se disent que il me faut beaucoup d'argent pour acheter ma maison ou investir dans l'immobilier. Donc encore une fois, on y revient, c'est la connaissance et la clé. Et qu'on essaie de démocratiser, de donner le maximum de notre savoir. Et je pense que si chaque Guadeloupéen avait plus conscience, non seulement qu'il avait la capacité d'investir, mais qu'il se devait d'investir pour son futur, pour sa future retraite et aussi pour transmettre à ses éventuels enfants,
ben, il y aurait beaucoup plus d'investisseurs en Guadeloupe par an. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est sur une île avec c'est une pépite. Les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Et souvent, on entend, les étrangers viennent acheter en Guadeloupe massivement. Et en fait, c'est simplement, sur ma grille de lecture, alors souvent on dit oui, on prête aux autres et tout, de l'étranger. Ce qui se passe, c'est que bien souvent, les autres aussi ont préparé leur dossier. Ils viennent pas à l'improviste, c'est soit ils ont besoin d'un bien avant de venir, soit ils ont un plan de financement, un business plan, on fait attention à leur épargne, ils ont bien épargné. Donc ça, c'est important de le notifier. Mais au-delà de ça, si on avait plus je parle de la population en Guadeloupe, cette envie d'investir et d'acheter, un peu tout ce qu'on voyait, les terrains et tout, ça ferait moins de place pour ceux qui viennent de l'extérieur. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'on se plaint souvent que ce sont toujours les étrangers qui achètent, mais alors qu'on a la possibilité, en fait, on ne fait pas. Mais comme tu dis, c'est question de connaissances, manque de connaissances. Il y a ça, mais souvent c'est un peu facile de dire oui, c'est les étrangers qui achètent. Alors c'est une réalité parce que déjà beaucoup de Guadeloupéens qui peuvent, je ne parle pas de ceux qui sont au chômage et qui ne peuvent pas acheter, mais vraiment ceux qui peuvent, qui pourraient le faire mais qui ne le font pas parce qu'ils ne voient pas l'intérêt ou n'ont pas l'envie ou n'ont pas la connaissance. Il y a ça et au-delà de ça, comme je dis toujours, peut-être qu'à titre individuel, une personne ne peut pas acheter, mais en se mettant à plusieurs, entre deux amis, deux frères et sœurs, un cousin, un collègue, en se mettant à 2 à 3, on peut acquérir de l'immobilier. On peut acheter en indivision, on peut acheter en société, en SCI ou autre. Donc il y a pas mal de leviers, mais mon frère dit souvent les gens en fait n'ont pas l'information, ils vont pas non plus chercher l'information, donc c'est pour ça peut-être qu'il va faire défaut. Et c'est vrai que bien souvent il y a des personnes qui vont sortir de l'extérieur et ils auront déjà toutes les infos avant d'arriver ici. Ils vont déjà connaître tous les leviers possibles, quelles sont les aides possibles. Là où on va se dire peut-être même pour tel projet, il faut que j'ai peut-être 100%, voire 110% de la somme. Peut-être quelqu'un de l'extérieur qui est bien informé, c'est que peut-être il va peut-être investir, mais il sait que derrière, il peut récupérer un 30% d'aide là, un 50% là avec la région, etc. Le FIDR. Il y a plein de trucs, plein de leviers auxquels on n'a pas forcément connaissance si on ne va pas chercher l'information. Oui, c'est encore, on y revient encore une fois, c'est l'information, c'est la clé. Et puis, comme on dit, le fait de se mettre ensemble, parce que peut-être seul, on ne peut pas acheter le terrain, peut-être à 2 à 3, on fait un projet commun de gîte, etc. Mais le projet devient finançable et réalisable. Et c'est peut-être cette démarche de se mettre ensemble pour faire des choses constructives qui peut-être fait défaut, parce que y a des étrangers aussi qui font des projets de gîte ou autres, et d'achètent un minimum de rapport, mais ils se mettent à plusieurs. Donc, faut pas croire que l'étranger, il est forcément riche, et peut-être qu'il s'organise différemment. Ouais, c'est ça. Donc, je pense qu'on a des choses à... Parfois, il faut qu'on se remette en question sur comment on peut se mettre à plusieurs pour investir davantage et pour ne pas laisser des opportunités qu'aux autres. Comme tu disais, en fait, la clé, c'est la connaissance. On va toujours le répéter. Je me rappelle, en fait, moi, à mes 22 ans, j'ai acheté pour la première fois. Mais vraiment 3 mois après ma prise d'emploi, en fait, en CDI. Et j'ai acheté comment ? Je suis allé sur YouTube, j'ai fait, je pense, tous les soirs, j'étais sur YouTube au lieu d'être sur Netflix. À l'époque, il n'y avait pas Netflix. Mais au moins tous les soirs comme ça, Olivier Seban, etc., etc. Et c'est comme ça en fait que j'ai eu les clés pour négocier mon séquestre, certaines choses. Et mon premier bien en fait, je l'ai eu avec 20 € uniquement sortis de ma poche. Et le tout en fait financé par la banque, tu vois. Et justement ma question est la suivante. Vous avez acheté votre bien, votre premier bien, vous l'avez aché à quel âge ? Mon premier bien, je l'ai acheté à 30 ans. À 31, pas tout aussi. Moi, je pense que j'ai 44 ans. 30 ans. Ouais, 30 ans. Des patrons de ce point. Ouais. Putain, vous avez fait ça ? C'était prévu ou c'est le cerveau qui a poussé Quel conseil vous donneriez à un propriétaire afin qu'il puisse vendre son bien sans embûche ? Moi déjà, c'est de préparer son projet en amont.
même si on peut vendre sur un coup de tête, hein, mais pour moi le plus important dans un premier temps, c'est dans la mesure du possible de retirer l'affect. Que bien souvent, comme je le disais précédemment, on va se dire que notre bien il vaut des millions. Je ne dis pas qu'il vaut rien, hein, mais voilà, l'idée c'est déjà prendre de la distance, prendre du recul. L'idéal même, c'est de passer par un professionnel qui fasse une estimation de façon objective, un ou plusieurs professionnels, comme ça on a un certain recul que nous on n'a pas en tant que particulier. La deuxième chose, je dirais, c'est de préparer le bien, c'est-à-dire que si par exemple, je sais pas moi, il y a des micro-réparations, je sais pas moi, un petit coup de peinture, un petit peu de homestaging, peut-être désencombrer le bien pour qu'il soit peut-être un peu dépersonnalisé. Ce serait déjà une bonne chose, que je dise un coup de cœur et pas que la personne arrive avec plein de photos de famille, etc. Ouais. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est ça, hein, c'est d'anticiper les grandes étapes et à mesure de possible passer par un professionnel. Qu'est-ce que tu aurais dit, toi? Oui, c'est ça, c'est-à-dire que la première étape, c'est déterminer le bon prix de vente. Souvent, le propriétaire met un prix par affect, par émotion. Il y a toujours cet ego, pense que son bien vaut plus que les autres. Il compare ce qui n'est pas forcément comparable. Donc, faire appel à un professionnel, même j'ai envie de dire, à faire au moins 2 estimations de 2 agences différentes pour au moins qu'il ait une base. Je pense que ça, c'est vraiment important parce qu'on voit des annonces, par exemple, sur le Bon Coin, etc., des prix totalement hallucinants, déconnectés de la réalité. Et c'est normal, puisqu'on ne peut pas lui en vouloir. Ça reste un métier. On est formé pour ça, pour faire des évaluations. Il y a des experts immobiliers qui font des mois et des mois d'études uniquement pour estimer un bien. Et lui qui n'est pas dans le domaine pense pouvoir estimer un bien sous prétexte qu'il reste le propriétaire. Ce serait comme si, sous prétexte que j'ai un rhume, enfin, je pense que forcément j'ai la grippe, ou ça peut être, je sais pas moi, n'importe quel virus, le Zika, le chikungunya, le Covid, etc. Donc voilà, je vais pas m'auto-médicamenter sans savoir précisément. Donc c'est facile de se dire ah bon mais je suis en train de Doliprane. Non en fait ça se trouve c'est pas du tout la grippe que j'ai. Vie rapide. Voilà par exemple. Donc voilà c'est fait en parallèle mais voilà chaque je pense professionnel doit à sa légitimité et c'est pas pour rien qu'on fait que c'est un métier en soi. Donc pour rappel sur l'entrecouper, il faut savoir que de particulier à particulier il y a seulement peut-être 19% des transactions qui aboutissent. Donc c'est pas parce qu'on est conseiller immobilier qu'on va dire forcément aller voir un professionnel, mais dans l'idée en fait les chiffres parlent en fait. Et il y a quelque chose aussi d'assez important. Bien souvent les propriétaires ont tendance à se dire ouais mais moi je mets ça d'un maximum d'agence pour que ça se vende dans les meilleurs délais. Ça, ce sont des idées reçues. Donc, on a tendance à dire en toute transparence aux clients, on vous encourage à signer un contrat exclusif ou succès de préférence KW. Même si au pire des cas, c'est pas avec nous, mais voilà, donner l'exclusivité à une agence. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous aurez accès à un certain nombre de plateformes auxquelles vous n'aurez pas droit en fait si vous êtes en mandat simple. En mandat simple, vous aurez peut-être 4-5 agences avec des prix différents, des photos différentes. Donc ça envoie déjà un mauvais signal à l'acquéreur. Et au final de compte, c'est la meilleure des solutions en fait pour ne pas vendre le bien. Donc ça n'envoie pas de bons signaux et c'est pas forcément la meilleure façon de vendre. Donc vous mettez donner peut-être 3 mois d'exclusivité à une première agence, vous la laissez faire ses preuves. La personne met le paquet, elle investit en communication, en marketing, tout ce que vous voulez. Si ça marche pas pour une raison, si c'est la personne qui n'a pas, si c'était l'agence qui n'a pas été performante, vous dites ok, j'ai donné votre chance, je passe à quelqu'un d'autre. Mais ça ne sert à rien de vouloir mettre tout le monde sur le même dossier. Au final, ça fera du tout n'importe quoi. Oui, effectivement, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi le fait qu'un mandat simple que vous donnez à un conseiller immobilier, c'est comme si vous lui dites de travailler à 100%, mais qu'il a peut-être une chance sur 3 ou sur 4 de récolter le fruit de son travail, puisque le mandat aurait été dans 3-4 agences différentes. Donc, je pense que c'est important que le conseiller immobilier sache que s'il est à fond sur le dossier, il a 100% de chance d'en vivre, en fait, parce que ça reste un métier, ça reste beaucoup d'énergie, beaucoup de va-et-vient, de visites. Je rigole, désolé, parce que je reprends cette anecdote. Les anecdotes, allez, boum, allez, balance. Je suis obligé de la sortir. On veut savoir. Je me souviens à nos débuts, on aimait toujours donner une petite valeur ajoutée. On était en mandat simple, on a voulu donner du cachet, donc on a quasiment, même pas quasiment, on a donné un coup de pension en fait, ou bien on va mettre en valeur et permettre de vendre plus rapidement. Sauf que c'est l'autre agence derrière qui a vendu. Donc qui a vendu. Perte d'argent, perte d'énergie. Limite qui a vendu le lendemain, on a fait la peinture. Donc je pense que c'est un exemple concret qui permet en fait de comprendre un petit peu tout ce qu'on est en train de dire là.
Donc nous, on va se mettre à fond, on va investir en communication, etc., en moyens. Parce que comme on dit, on n'hésite pas à mouiller le maillot. En fait, quand on veut vendre bien, voilà, même parfois, on va même investir notre poche parce qu'on veut que ça fonctionne. Mais voilà, s'il y a une ou deux agences derrière, ben, ça se trouve, on a fait tout le sale boulot, on a négocié peut-être une baisse de prix. Au final, le compte, c'est l'autre qui arrive derrière, il fait une visite. Toi, t'en as fait 40, ça n'a pas abouti parce qu'il y avait des objections. Donc toi, tu mets des choses en place pour traiter les petites choses, les petits contrats avec à la maison. Au final, c'est qu'il y a le lendemain, bim, il fait une visite et c'est vendu, quoi. Donc ouais, ça fait un peu des boules. Donc voilà, on conseille en tout cas de la mesure du possible, donner la priorité à un professionnel, même si c'est pendant 3 mois, et après, voilà quoi. Ok, je comprends. Et du coup, cette fois-ci, quel conseil donneriez-vous aux acquéreurs pour acquérir sans embût? Je serais d'avis à dire en fait d'avoir une vision claire du projet. C'est vrai que souvent les gens en fait ils disent qu'ils veulent acheter, mais limite quand tu leur poses la question, j'ai le cas plus tard qu'aujourd'hui, mais ok, vous m'avez dit que vous avez du cash, c'est bien, etc. Mais c'est quoi vraiment votre projet? Parce que vous me dites que le bien en question vous plaît, mais il y a peut-être un peu de trucs, mais qu'est-ce que votre bien idéal? Il y a un gros silence. La personne est incapable de me donner c'est quoi son projet idéal, donc en fait elle a dû réfléchir, je pose des questions, etc. Mais voilà, les gens en fait ils n'ont pas forcément au départ une vision claire, pour certains heureusement que c'est pas tous, mais l'idée pour moi c'est première chose d'avoir une vision claire, savoir qu'est-ce qu'on veut. Pourquoi? Parce que déjà vous allez éviter de perdre du temps et de faire perdre du temps à des agents immobiliers en faisant visiter tout et n'importe quoi. C'est très important. Préparation de projet en amont. Au niveau des finances, déjà avoir de l'épargne, parce que bien souvent il y a un séquestre, des dépôt de garantie à faire au niveau du compromis. Avoir des comptes sains, donc dans la mesure du possible, au moins les 3 derniers mois, parce que les 3 derniers mois pour la banque c'est crucial. On va vous demander de voir un petit peu, analyser vos comptes pour voir vos entrées, vos sorties, etc. Donc je pense que tous ces critères sont à prendre en compte. Oui, absolument. De toute façon, bien se faire accompagner, ne pas écouter les gens qui n'ont jamais acheté et qui vous donnent des conseils, parce que ça arrive énormément, même peut-être trop souvent. Et c'est vrai que on a le cas de figure où on a des acquéreurs, c'est leur premier achat, c'est normal, ils veulent être rassurés, mais ils demandent à des personnes non qualifiées. Donc dans leur entourage, tati, tonton, mais qui eux-mêmes n'ont pas la moindre idée en fait, déjà eux-mêmes n'ont pas vu le bien et n'ont pas de formation en fait sur l'immobilier. Donc je sais pas, c'est comme si vous avez un mot de ventre, j'y reviens, et puis vous demandez, je sais pas, un mécano, qu'est-ce qu'il recommande pour le mal de ventre? Donc forcément vous aurez des réponses un peu qui n'ont pas toujours de sens. Tu me lever des 40. Et qui pas ça, oui, c'est ça. Donc voilà, je pense que c'est important. De bien se faire accompagner, donc ça peut être un conseiller immobilier ou un investisseur aguerri, quelqu'un qui a déjà investi. Là, il pourra vous donner des conseils avisés. Parce que même les banquiers parfois n'ont pas eux-mêmes investi dans l'immobilier. C'est ça. Donc, ou parfois un gestionnaire d'un patrimoine, il peut être très bon techniquement, mais n'a pas eu l'expérience ou acheté un seul bien. Donc, il n'a pas cette expérience qui peut vous donner. Donc, écouter des personnes qui ont véritablement déjà investi et ce sera déjà des conseils souvent beaucoup plus crédibles que ton point classique, quoi. Exactement, on gagne du temps comme ça. Ça fait combien d'années que vous faites cette activité de conseiller immobilier? Ça fait maintenant bien 5 ans. Hein. 5 ans. Depuis une ouverture, je ne dis pas de bêtises. Ouais, ça fait 14 ans en tant qu'investisseur et 5 ans en tant que conseiller. Ok, super. Ça ne nous rajeunit pas tout ça d'ailleurs. J'avoue, j'allais pas le dire, mais bon. Merci. Là, je le dis. Durant votre carrière, quelles étaient vos réussites? Est-ce qu'on parle plus de réussite en termes de prix ou plus d'anecdotes? Ah, vas-y, les deux. Soit il va chercher. Déjà, en termes de réussite, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le côté où on a réussi à se distinguer au niveau des 90 agents en Guadeloupe, mais surtout, je pense que notre belle fierté, c'est surtout le côté où on a réussi à être classé au niveau national. Je pense que même si au début, on s'est toujours dit, on va donner le meilleur de nous-mêmes, je ne sais pas pour lui, mais moi, je ne m'attendais pas forcément à avoir un classement, top 30 parmi 3500 agents, c'est ça à peu près? Oui, 3000 agents, mais c'est vrai que c'est là où je pense qu'il ne faut pas avoir de croyances limitantes, puisqu'on est un petit territoire. Donc quand on voit les millions de personnes qu'il y a en France, on se dit, bon, mais on ne pourra jamais être dans le classement, aussi bien classé sur 3000 agents au niveau national. Et ce sont des idées reçues, en fait. C'est-à-dire que je pense qu'il faut se donner les moyens. Et on n'est pas... Je pense que le territoire, c'est juste... la taille du territoire, c'est juste... c'est juste dans la tête, quoi. Je pense qu'après, il faut vraiment se distinguer sur le terrain. Et faire la différence, et je pense qu'après ça se ressent véritablement dans le classement, quoi.
Ouais, je crois que c'est vraiment une histoire de mindset, hein, parce que c'est vrai que si on part du principe que voilà, on est sur une petite île, on n'est pas assez ceci, on n'est pas assez cela, on va jamais y arriver parce qu'eux ils ont plus de moyens, etc. Mais on va jamais y arriver en fait. Donc en fait, il faut déjà y croire et après se donner les moyens, hein, mettre des choses en place. C'est-à-dire que voilà, même si on est sur un petit territoire insulaire, donc, on ne démérite pas en fait. Donc voilà, comme quoi tout est possible et c'est important de le rappeler. Comme on le dit, de sortir un petit peu de sa zone de confort et se dire que bon, même en étant en Guadeloupe, on peut faire de belles choses. Et d'ailleurs, au passage, ça me fait penser qu'il y a beaucoup de Guadeloupéens, même à l'étranger, qui excellent dans différents domaines, quels qu'ils soient. Et ça, c'est important de le rappeler, quoi. D'accord. Et quelle est votre plus belle expérience avec un client, un propriétaire, un acquéreur durant une transaction immobilière? La plus belle. Mais moi, celle qui me vient en tête, c'est une expérience de vente de biens de prestige. On était à plus de 2 millions, on était, je crois, à 1,2 million à peu près. Et on a fait une vente, une visite, une vente. Franchement, okay. Une visite, une vente. En plus, c'était en cash. Okay. Donc, il n'a pas sorti la valise. Hein. Mais voilà, c'était sans financement, sans condition de financement bancaire. Et franchement, ce qui m'a vraiment marqué dans cette success story, c'est la simplicité des gens. Parce qu'on se rend compte qu'on fait des visites quasiment, on ne fait pas tous les jours. On est tout le temps sur le terrain et on peut avoir tout type de profil de clients. Je ne vais pas dire que tous les clients sont chers, mais c'est vrai que parfois pour des petits biens pas très chers, bien souvent ce sont des gens qui n'ont pas d'expérience, qui vont être un peu chiants, excusez-moi l'expression. Et là, voilà, on a des clients en fait fortunés, si on peut dire ça comme ça, entre guillemets, mais d'une simplicité quoi, déjà habillés super simplement, pas en mode hautain et tout. Donc voilà, ils ne payent pas de mine, si on peut dire ça comme ça, ils sont super simples, super abordables, ils ne trouvent rien à redire sur le bien, ils n'ont pas à chipoter en disant ah oui mais ça va, franchement, même si le bien était déjà propre, hein, mais c'est vrai que ça déjà ça donne une leçon de vie, ils disent bon ben, voilà, il y a des gens qui peuvent réussir, qui sont humbles et qui sont simples, qui sont accessibles, ils te prennent pas de haut, donc ça franchement c'est une très belle expérience. Oui, bon, pareil, hein, c'est vraiment ce souvenir qui était très intéressant comme transaction. C'est vrai que c'était un bien coup de cœur avec une vue sur mer, panoramique, bien placé, avec une belle maison d'architecte. Donc c'était une belle vente et on pensait pas forcément qu'on aurait pu concrétiser de la première vente, de la première visite. Quand on pourrait faire des ventes comme ça plus souvent. J'imagine. Et on a souvent en fait l'image d'une personne fortunée, mais c'est une personne, pour nous, cette personne est une personne âgée. Est-ce que c'était vraiment quelqu'un qui partait à la retraite et qui avait besoin justement d'une maison tranquille dans les îles? C'était des personnes qui avaient des biens et qui ont vendu des biens. Notamment un bien qui avait une certaine valeur et qui, voilà, ils étaient proches de la retraite, mais pas retraités. Ils étaient encore en fonction. Ouais, ils auraient pu se dire qu'ils arrêtent de travailler, mais pour autant, non. Quelle a été en fait votre pire expérience, donc? Dites-moi. Il n'y a que des bonnes expériences. Que des bonnes expériences. Je vais laisser le plus grand faire raconter. Il y en a plusieurs, hein. Il y en a souvent, mais je pense que... La pire. Je peux pas dire que ce soit la pire. Une des plus marquantes peut-être. Ouais, une des plus marquantes. Mais moi, je suis quelqu'un de très, comment on dit, je sais pas si on dit crédule, ou crédule, je sais pas. En fait, les personnes qui ne voient pas facilement. En fait, réellement, je suis cartésien. Et c'est vrai que il nous arrivait de visiter des maisons où on entend des bruits, où on sent des choses. Ah, des entités. Des frissons, des choses comme ça. Où on sent des présences, voilà. Et je dirais, une fois, j'étais vers les Abîmes et Gousiers, on a fait une visite et c'était une maison à l'abandon. Et ça arrive, je suis rentré dans une pièce et j'étais avec mon frère était juste derrière moi et j'ai senti un truc, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Mais bon, j'ai pas tilté parce que moi je suis tellement pas sur ça que franchement, pour de m'imaginer quoi que ce soit. Et puis même pas, je dirais, 2 minutes après, il y a la cliente qui arrive, elle rentre et tout de suite elle ressort. Donc j'ai pas compris. Après, il y a une deuxième cliente qui arrive avec sa fille qui est enceinte et tout de suite, elle dit à sa fille de sortir. Et elle-même, elle commence à vomir. Et elle a dit à sa fille, ouais, c'est chargé. Enfin bref, en gros, quand on s'est rapproché de la cuisine, on a vu sur le mur qu'il y avait une petite poupée avec des aiguilles. Et l'ancien propriétaire en faisait la sorcellerie. Et visiblement, malgré sa mort, il est resté dans les lieux, quoi. Donc voilà, ce sont des petites anecdotes qui font partie du métier. Ouais. Il y a le compte, elle s'est vendue, mais ça a capoté. Le bien devient quoi du coup? Alors, grande surprise, ça n'a pas découragé certains. Hein. Ouais. Il y avait bien quelqu'un qui s'est positionné en connaissance de cause, elle a acheté. Bon, finalement, ça n'a pas été au bout parce qu'il y a des problèmes, on va dire, donc c'était assainissement, des choses comme ça, quoi. Mais on n'a pas voulu reprendre le mandat. On a dit, écoutez, on a tenté, on a donné, mais c'est vrai qu'on n'était pas à l'aise pour retourner faire des visites seuls. C'est chaud ça.
Mais c'est pas la première fois, on a eu d'autres expériences un peu comme ça. Mais on est en Guadeloupe et je me dis parfois, il faudrait que j'aille à Dubaï vendre de l'immobilier. Peut-être c'est plus safe. Peut-être qu'on n'a pas ce genre de liste. Et donc, j'ai pas osé. Et il y avait une autre collègue avec qui je n'ai rien dit. Et je me rappelle. Je lui ai rien dit parce que bon, elle voulait visiter le bien et alors c'est vrai que le bien il faisait tout droit, mais elle est sortie à notre rapidité, elle m'a dit qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit ben ouais, tu as senti ça? Elle m'a dit oui, j'ai senti des trucs et c'est là où tu te dis vraiment ben voilà, si 5 personnes sans sponsoriser ont senti des choses, c'est que forcément il y a pas de doute quoi. Mais c'est hallucinant ça. Et attends, mais du coup le propriétaire avec qui vous aviez le mandat, ce propriétaire c'était le fils. C'était le fils. C'était le fils. On parlait que c'était une succession, Ouais, voilà, c'est c'est les fils et les filles, etc. Mais le père même il est mort. Enfin, le propriétaire initial, ouais, il était mort. Et quand en fait on a dit ça au fils, on lui dit ouais mais il y a des trucs, qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a avoué que les voisins le soir ils entendent des bruits dans la maison alors qu'elle n'est pas habitée depuis plus de 15 ans. Donc ils nous ont laissé faire toutes nos visites et c'est après qu'il a avoué. Il faut mettre en fait, faut faire l'entrée payante en fait. On a pensé à ça. La maison de l'horreur des habits. Parce qu'en fait, il y a des évalos, c'est ça. Des évalos, ouais. Au moule. Ah non, mais d'autres histoires comme ça, on en a d'autres qui sont passées, c'est vrai. Alors avec moins de frissons, on va dire. Moins d'identité, moins d'esprit, ouais. Mais quand même, oui, puisque oui, ça, c'est plus comme c'est. À force de visiter des biens, moi je suis pas sensible du tout à ce genre de choses, et je crois pas d'ailleurs à ce genre de choses, mais quand ça t'arrive, tu es obligé de reconnaître qu'il y a quelque chose qui s'est passé, quoi. Mais au-delà de ça, je dirais dire, non pas insolite, mais en fait le métier de l'immobilier est assez vaste. Mais ça c'est insolite. Hein. Il nous a été arrivé il y a quoi, il y a peut-être 4 mois, d'aller rechercher des bornes dans une forêt, sur un terrain, mais avec une forêt où je dirais, le géomètre voulait pas forcément se déplacer, donc mon Jérôme et moi, on a dû mettre presque nos bottes, j'ai à dire, pour la recherche d'une borne pendant 2 heures de temps. Indiana Jones. Ouais, voilà, donc c'est une aventure en soi où on n'imagine pas forcément que le conseiller immobilier fait ça, mais on devait le faire parce qu'en fait, l'acquéreur avait déjà son financement. La vente était à 2 doigts de capoter en fait, donc il y avait un problème de bornage avec je sais pas combien de mètres en moins quoi. Ouais, il y avait beaucoup de mètres carrés. 900 mètres en moins quoi. Après presque la moitié du terrain 900 quoi. mètres en moins. Ouais, donc franchement c'était vraiment épique quoi. Genre de dossier, ouais. Quand tu vois que la commission s'en va, tu te dis ciao, je suis plus là. Ouais, non, faut être la vente était à 2 doigts de s'accrocher. casser, il fallait essayer de rattraper les clients parce que eux limite en fait ils pensent que nous on était au courant et qu'on les a dupés depuis le début quoi. Donc là c'est parole contre l'heure quoi. Donc c'est pas évident de trouver les bons mots, les justes mots pour faire redescendre la pression. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un client qui t'en veut et persuadé que tu as voulu le couillonner. Toi-même, tu n'étais même pas au courant de ça. Quoi. Oui, et Alors puis que c'est heureusement honnête, que le notaire a pu les rassurer, leur montrer que de toute façon, le propriétaire lui-même avait omis de nous donner des informations comme cruciales sur le bien. Mais in fine, c'est nous, à nous qui est revenu la tâche. On n'avait pas l'obligation de le faire, mais si on voulait sauver la vente, d'aller rechercher les bornes dans la forêt où on savait même pas vraiment ce qu'on cherchait parce que les bornes peuvent être matérialisées de différentes façons. Donc, avec les plans qu'on avait, sans orientation, sans outil bien particulier, on a fini par en tomber dessus, quoi. Bah ça c'est cool. Ça, Ouais, on était soulagés, voilà. Ouais, c'est faut s'accrocher en fait à sa com et au projet du vendeur. Ouais. Ah, j'ai adoré l'anecdote là. Waouh, ça fait peur ça. On va la faire visiter, on t'indiquera les clés. Ça existe hein. Moi, je crois pas du tout à ce genre de choses. Hein, et quand ça m'est arrivé, je peux pas dire qu'est-ce que c'était, mais je dois reconnaître que il y a eu un truc, quoi, tu vois. Ouais, t'as eu des frissons et tout. Moi, j'ai pas eu de frissons. J'ai senti, c'est comme tu vois, quand t'as une bougie, il y a une flamme, ça fait. Tu vois, quand ça s'éteint, bah là, c'est pareil. Tu rentres, quelque chose est passé devant toi, mais t'as rien vu. Mais t'as fait un flash. C'était quoi? Mais comme jusqu'à maintenant, je suis pas dessus, tu vois. Donc c'est après, tu vois, quand je vois les autres clients, quand leur réaction, il y en a une qui a vomi, tout ça, je me dis, ah, mais quand même, c'est qu'il y a vraiment un truc. Et moi, je crois que j'avais même oublié ma carte de visite au sol. Quand j'ai vu ça, je l'ai récupéré. Je laisse rien à moi là. Qui veut des noms, quand tu veux. Bah là, la vallée, ça a rien en moi là. C'est vrai qu'il est retourné seul parce que bon, il y a des clients qui veulent continuer les visites. Alors, la maison n'a pas de lumière.
Donc Ouais, t'es avec t'as la lumière de ton téléphone et tu fais la visite comme ça. Toutes les fenêtres sont fermées, tu peux pas ouvrir les portes. Donc tu fais vraiment une visite limite d'une cave, quoi. Et tu sais pas qu'est-ce qu'il y a devant. Une entrée, une sortie. Elle est morte dans le logement. C'est passé comment? On savait pas, non? On connaît pas l'historique. On n'a pas l'historique. Il faudrait faire une Mais c'est visite ça comme marginal, hein, visiblement, sur la fin de ses jours. Ok. Ouais, mais c'est vraiment une maison isolée. Il y a les voisins un peu en plus haut hauteur, mais il n'y a pas de proximité limitrophe avec les voisins, donc non, mais c'est intéressant, ça fait partie du folklore, de la culture. Ah, il faut faire avec. Mais les gars, franchement, merci beaucoup pour cet échange. Avec grand plaisir, hein. Tu reviens quand tu veux. Ah ben merci, je vais revenir. Et franchement, l'anecdote là, ça m'a foutu. Ça m'a donné des frissons. On t'invitera. Je pense que si un samedi t'as rien à faire, on peut t'y emmener. Bon, samedi, bon. Il y a peut-être des diagnostics à faire là-bas. En plus, c'est sûr. On te laissera les clés. C'est ça la vente, mais oui. Waouh. Il y a sans doute des termites. Tu vas bien t'amuser. Et des poupées. Ouais, la poupée accrochée. Nickel. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Avec les grand gars. plaisir, tu reviens quand tu veux. Merci. Merci. Yes.